beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Madame Valette, qui est présidente du groupe suisse Vigilance Islam. Bonjour, je suis chargée de vous parler des femmes et de la Suisse et de la relation entre les deux. La Suisse est un peu exotique par rapport à votre pays. Nous avons 8 millions d'habitants, c'est déjà très petit. 26 cantons qui ont des pouvoirs assez importants, notamment en matière sociale et religieuse. Et environ 450 000 musulmans, c'est-à-dire près de 5,5% de la population. Nous n'avons presque pas de mosquées, 2 ou 3, au sens architectural classique du terme. Et pour l'instant, nos autorités ne financent pas, comme la loi d'ailleurs s'y oblige, de lieux de culte. En revanche, nous avons environ 350 lieux de prière divers et variés. J'aimerais, par anticipation, vous parler de notre système politique dont vous avez déjà entendu certainement quelques éléments et qui est pour moi un outil pour désislamiser. C'est un parmi d'autres. Donc vous savez que nous avons le droit d'initiative, à savoir que si, sur le plan national, environ 100 000 personnes signent un texte, il doit être proposé à la population. Et c'est ainsi que la population suisse a refusé, a interdit l'érection de minarets et qu'elle a demandé que l'immigration massive cesse, ce qui n'a pas encore été vraiment appliqué. L'initiative, c'est aussi une prérogative cantonale qui a été utilisée par exemple au Tessin. Le Tessin a interdit le niqab, qui a été utilisée en Valais. Là, le processus est encore en cours, mais le nombre de signatures voulues est récolté pour interdire le foulard à l'école. Et dans le canton de Vaud, une initiative est en cours de signature qui s'intitule Contre l'intégrisme religieux. Contre l'intégrisme religieux. Merci. Donc c'est dans le cadre d'une reconnaissance officielle que veulent les autorités des communautés religieuses. C'est en général l'Union démocratique du centre, UDC, qui est le moteur de ces mesures parce que même si ça semble vraiment très alléchant d'avoir ce genre de droit, et à vrai dire c'est vraiment formidable, ils impliquent, si on veut lancer une initiative, une très grande mobilisation des militants. Et dans ce cadre-là, seul un parti ou un organisme assez important peut se permettre de les lancer. Et en général, c'est l'UDC, c'est le premier parti suisse et il est évidemment détesté de tous les autres. Il y a aussi, je vous le signale en passant parce que c'est un exemple assez fou pour moi de démocratie, le droit de pétition. Une pétition peut comprendre un nombre tout à fait, n'importe quel nombre de personnes. Par exemple, une seule personne peut faire une pétition. Elle doit être examinée. Les organismes compétents ne sont pas censés y répondre, mais en général, ils le font. Et pour vous donner un exemple qui rejoint notre problématique, un couple de musulmans a signé seul une pétition à Lausanne pour demander que la commune, que soit autorisé dans la commune l'appel à la prière par un muezzin. Et juste pour dire, ça n'aura aucune conséquence et personne ne va respecter ce souhait. Mais ça a quand même mobilisé la commission des pétitions qui a reçu ce couple, qui avait d'ailleurs écrit en charabia son texte. Ça a mobilisé le conseil communal, ça a mobilisé l'exécutif à qui on a demandé ceci ou cela. Voilà le degré de démocratie de la Suisse. En Suisse, nous n'avons, et voilà encore quelque chose d'exotique, pas de ghetto, pas d'émeutes, pas d'attaque contre la police ou les pompiers, pas d'attentats, mais beaucoup de personnes impliquées dans des affaires d'attentats.
Cela dit, ce caractère assez paisible, d'une certaine manière, favorise l'islamisation, puisqu'on est un peu convaincu que sous nos cieux, un microclimat permet d'avoir des musulmans extrêmement différents des autres et beaucoup plus tranquilles et sympathiques. Or, l'islamisation est vraiment extrêmement forte. Je vous parle de quelques aspects visibles de cette islamisation. Le foulard est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et dans l'espace public, évidemment, il est de plus en plus fréquent et de plus en plus, et il est accepté. Il est dans les entreprises, franchement, on n'en sait rien. Personne ne se soucie de savoir, d'enquêter qu'est-ce qui se passe par rapport aux employés, est-ce qu'elles ont le droit de le porter ou pas. Sur le plan, en tout cas, concrètement, il est clair que si une entreprise, un commerce, par exemple, a une caissière avec un foulard islamique, vous aurez immédiatement une kyrielle de protestation et généralement l'expérience s'arrête là. Question fonctionnaire, c'est pas très clair non plus. Par exemple, Genève est en train de préparer une loi sur la laïcité qui préconise que les fonctionnaires du back-office puissent porter un foulard et que celles qui sont en contact avec le public n'aient pas le droit de le faire. Nous avons été entendus d'ailleurs en tant qu'association par la commission qui s'occupe de cette loi, mais évidemment que nous avons plaidé l'interdiction formelle du foulard pour tous les fonctionnaires. Ensuite, je ferai la remarque que si on peut imaginer que quelques femmes qui portent le foulard islamique ne sont pas intégristes, on peut constater que toutes les intégristes portent ce foulard islamique et que dans ce cadre, il est clair qu'elles adhèrent à d'autres préceptes de la charia que le port du foulard. Toutes les communautés de propagation de la charia sont en faveur du vestiaire islamique, du kiva, du niqab, du foulard en passant par le burkini au niqab. Le burkini nous a valu aussi, comme en France, quelques polémiques. Il est autorisé parfois explicitement dans certaines écoles. À Fribourg, le règlement scolaire dit qu'on doit autoriser les filles qui prennent des cours de natation à porter le burkini. Autrement, c'est aussi selon l'humeur. Par exemple, la commune de Genève ne dit pas que le burkini est autorisé ou interdit. Il dit que dans les piscines genevoises, on ne doit pas avoir un vêtement qui aille au-dessous des genoux, ce qui, objectivement, exclut le burkini, enfin, exclut son autorisation. L'autorisation du foulard à l'école a été acceptée par notre Cour suprême, qu'on appelle le tribunal fédéral. C'était, sauf erreur, 2015, je crois. À l'occasion d'un cas tout à fait symbolique, tout à fait révélateur, à savoir une famille dont le père oblige ses filles à porter le foulard, elles avaient 8 et 10 ans, et refuse qu'elles prennent des cours de natation, refuse même qu'elles portent un burkini parce qu'on peut discerner les formes de ces jeunes filles. Et cet homme ne trouve pas de travail parce qu'il va pouvoir faire ses 5 prières à l'heure dite sur son lieu. Et évidemment, toute la famille est à l'aide sociale. Et voilà, c'est à l'occasion de ce cas que la Cour suprême a autorisé le foulard à l'école. Et les journalistes, les médias se sont félicités de cette tolérance que montrait la Suisse. Sauf que quelques mois plus tard, on a appris que deux ados balois ne serraient pas la main de leur enseignante avec la bénédiction de la direction. Et là, mystérieusement,
les journalistes se sont scandalisés par l'obscurantisme à l'école, il faut intervenir, etc. Parce qu'ils ne voient absolument pas le lien qu'il y a entre le foulard et les tenues islamiques des femmes pour dissuader de tomber dans le grand péché, et puis le fait de serrer la main d'une femme qui pourrait conduire là aussi à la grande tentation. Donc là, c'était elle. Il y a, bien entendu, comme partout, une ségrégation sexuelle extrêmement forte dans les centres de diffusion de la charia, notamment une entrée femme, une entrée homme, pour les prières évidemment, les hommes ayant toujours l'espace le plus privilégié. Et puis, on sépare femmes et hommes pour les débats, femmes et hommes pour les cours de religion, de hadith, etc. Donc vraiment, cette ségrégation, dès qu'un centre est suffisamment grand pour pouvoir organiser tout ça, elle est immédiatement là. Nous avons aussi, en matière de diffusion de cette charia, des imams qui correspondent à ceux que Joachim Veliokas décrit. Et je vous donne quand même deux exemples. Dans un reportage télévisé, le secrétaire d'une association qui avait deux filles qui portaient déjà le foulard à 8 et 10 ans a rappelé que les femmes cheveuses au vent seront punies dans l'au-delà. Qu'en Suisse, on donne une amende aux automobiles, à quelqu'un qui est mal garé pour qu'il ne recommence pas. Eh bien, en islam, on coupe la main des voleurs et on leur donne des coups de fouet. Et je trouve que c'est une réponse adaptée, dit-il. Oui, je serais pour que la charia soit introduite en Suisse. Et encore, l'homme a besoin de sexe. En dernier recours, si sa femme se refuse, il peut l'abattre. Ça, dans un reportage TV, a conduit quand même quelqu'un à déposer plainte pour, je ne sais plus, appel à la haine, à la discrimination, etc. Et cet homme a été acquitté. La procureure a fait recours et il a été à nouveau acquitté. Liberté de religion, parfois même liberté d'expression. Un autre imam de la mosquée de Lausanne, que les journalistes adorent aller voir pour entendre des paroles de paix et d'amour, cet imam avait publié sur son site toutes les sanctions de la charia, enfin toutes les transgressions interdites avec les sanctions, et il disait entre autres qu'il est du devoir du père d'ordonner à son fils et à sa fille de 7 ans de faire la prière et de les frapper s'ils la délaissent. Il rappelait aussi que les adultes qui ne font pas la prière doivent être tués. Il disait, et là c'était enregistré dans un de ses sermons, Tariq Ramadan cherche à plaire aux chrétiens et aux juifs. Il cherche à plaire au diable. Mémorisez ça bien, celui qui cherche à plaire aux chrétiens et aux juifs, il s'attire la colère de Dieu. Là, à nouveau, il y a eu plainte d'un mouvement contre l'islamisation, et là, à nouveau, acquittement. L'autre phénomène d'islamisation que je trouve personnellement particulièrement grave, c'est l'islamisation des enfants. C'est une obsession dans les communautés musulmanes que les enfants ne s'éloignent pas de la voie, qu'ils ne quittent pas leur religion et qu'ils ne quittent pas ces centres où ils l'apprennent. Donc ils organisent 1000 activités pour les retenir, des cours de karaté, des cours d'information, d'informatique, enfin toutes sortes de choses. Ils organisent des centres aérés, des camps de vacances, toutes ces choses qui existent dans les institutions laïques, mais que on préfère qu'ils les évitent pour que ces petits soient vraiment dans le jus islamique du début à la fin et qu'on soit sûr qu'ils ne vont pas céder à la tentation de nos sociétés. Enfin, je parlerai juste 2 mots à propos de l'augmentation avec l'émigration des mariages de mineurs. Il y en a eu 5 pendant 10 ans et il y en a eu 51 en 2016.
Et l'origine de ces mineurs est musulmane, de pays musulmans, pour l'écrasante majorité. Et ce que j'ai appris, c'est que, en fait, souvent les parents marient leurs filles mineures avant d'entreprendre le voyage en Europe pour éviter qu'elles soient abusées sexuellement durant le voyage. Donc voilà, on les abuse, on autorise l'abus officiel pour éviter l'abus sauvage pendant le voyage. Elles ont quel âge? Elles ont, il y a eu une petite somalienne de 10 ans, mais c'était quand même l'exception. Autrement, elles ont entre 13 et 18 ans, et moins de 18 ans. Et l'UNICEF a signalé qu'en Syrie, je ne sais pas comment ils ont eu ces chiffres, hein, mais qu'en Syrie, avant la guerre, il y avait 14% de mineurs mariés et qu'en 2014, il y en avait 32%. Donc c'est une cause aussi de ces conflits qui se passent ailleurs. Il y a aussi une augmentation des mariages forcés. Ce sont des sujets qui sont très difficiles à traiter. Il existe des organismes pour que les femmes puissent déposer plainte, etc. Mais comme vous le savez, ça crée beaucoup de problèmes avec les familles, avec les communautés, et beaucoup de femmes y renoncent. Cela dit, pour en revenir aux mineurs, le mariage est annulé lorsque le couple arrive en Suisse, pour autant qu'on sache qu'il est marié, c'est-à-dire que ce soit un mariage civil et pas seulement religieux. Mais il y a une exception, et l'exception, c'est que s'il y a un intérêt prépondérant de la mineure à rester mariée avec son mari, alors là, un tribunal peut décider qu'elle peut rester avec lui. Mais on n'a vraiment strictement aucune idée de ce que disent les tribunaux, combien de cas, pourquoi, etc. Je crois que je suis un peu longue. Je parle maintenant de l'islamisation beaucoup plus insidieuse, mais extrêmement forte, toujours en Suisse, qui est d'autant plus forte que l'on a quand même une idée très positive de nos musulmans. Nous avons un nouveau centre qui s'appelle le Centre Suisse Islam et Société, qui est à l'université de Fribourg et qui fait un nombre d'activités absolument incroyables pour introduire l'islam dans toutes les institutions. D'ailleurs, il appelle les imams sont des passeurs culturels et religieux, et ce centre, dans un rapport, va jusqu'à donner cet exemple-là, parce qu'il cherche beaucoup de moyens de financer en fait tous ces activistes de la charia. Et il donne l'exemple d'un imam à qui on demande de venir dans une école parce qu'une fille refuse des cours de natation. Refuse des cours, j'imagine, de natation. Et donc, l'imam vient tenter de résoudre ce problème qui est posé par sa doxa, que peut-être il enseigne logiquement dans sa mosquée, mais nous devrions, pour ce service, de venir tenter de résoudre le problème et peut-être y arriver, le financer. Ce centre propose entre autres beaucoup de séminaires aux professionnels qui travaillent en contact avec une population musulmane. Ce peuvent être des travailleurs sociaux, des soignants, des policiers. Et il y a une obsession, quelque chose qui est systématique, c'est qu'on veut leur faire accepter le foulard. Et ce centre a des collaboratrices qui d'ailleurs le portent. Il partage aussi le souci des centres culturels que les enfants restent fidèles à l'islam, et c'est un grand soutien des activités destinées à ces enfants pour qu'ils ne tombent pas dans nos raies.
Autre élément d'islamisation, la recherche, comme partout, la recherche qui recherche désespérément les discriminations et qui en trouve beaucoup, et les exclusions que nous faisons subir à cette communauté, qui célèbre la diversité, qui tente de faire apprendre l'acceptation de la différence et d'être formé à l'antiracisme. Habituellement, les recherches sont tellement jargonneuses, avec des méthodes compliquées, etc., qu'elles sont lues par les confrères de ceux qui la font, et largement citées, mais elles n'arrivent pas au, entre guillemets, grand public, en tout cas pas à la presse. Il y a une exception avec un livre qui en a pris la peine de rendre plus digeste, qui c'était tout spécialement, à mon avis, destiné aux médias. Ce livre s'appelle « La Suisse des mosquées ». Et sa thèse de base, c'est que les musulmans sont formidables, sont tellement divers et multicolores que c'est à peine si on voit un lien entre eux. Et que le problème, c'est ceux qui les accueillent, c'est-à-dire nous, et le profond mépris que nous éprouvons à leur égard. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que parfois, je sais pas, le clavier, les chercheurs ont glissé sur le clavier et ils nous disent par exemple ceci. Nous cheminons, entre guillemets, vers un paisible bouleversement des valeurs. Ils nous disent aussi, les musulmans ne veulent pas d'exception à la règle, ils veulent changer les règles. Ils disent enfin, des lois et règlements devront être aménagés pour accueillir la pluralité religieuse. Et on y lit d'élogieux propos sur les indigènes de la République et son égérie Ouria Bouteflika. C'est un livre qui a été encensé par les médias qui n'y ont vu que du feu, c'est-à-dire on est en train de vous prouver que les musulmans sont parfaitement intégrés, pas de problème, pas de souci. Sauf celui, évidemment, de notre mépris. Tout le système scolaire, évidemment, est traversé par cette idéologie de la reconnaissance de la diversité, de l'antiracisme, etc. Nous avons des services cantonaux d'intégration qui financent des expositions extrêmement onéreuses sur le foulard en particulier, et des organismes antiracistes qui ont la même vision, et qui, malgré un racisme absolument difficile à trouver en Suisse, se lancent dans des campagnes antiracistes. Bon, je vais passer à quelques idées de désislamisation, un peu assez... 2 minutes? Voilà, 2 minutes pour désislamiser. Donc je passe un groupe de travail qui comprendrait des juristes à propos de la Charte des droits de l'homme qui garantit la liberté de manifester sa religion, ses rites, etc., seul ou en commun, en public et en privé. Moi, je pense qu'il faut étudier comment cet article est né et comment on pourrait le modifier. C'est-à-dire quelles étaient les raisons à l'époque, quelles sont les raisons maintenant de considérer qu'une communauté en abuse. Et il faudrait examiner et cet aspect de la religion, de la liberté religieuse et d'autres aspects qui nous intéressent à la lumière de l'arrêt de, je ne sais pas si c'était le même dont a parlé Alain, qui dit « Nul ne doit être autorisé », donc l'arrêt de la Cour de Strasbourg, « Nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour affaiblir ou détruire les idéaux et valeurs d'une société démocratique. » Donc je pense qu'il faudrait utiliser beaucoup plus cela pour obtenir l'interdiction d'un certain nombre de préceptes. Je pense qu'il faudrait, je ne suis pas encore au niveau des femmes, interdire au centre culturel l'enseignement du droit musulman. Personnellement, ça me scandalise que ces centres aient le droit d'expliquer ce qu'est le droit musulman dans tous ses détails, comme si c'était quelque chose qui n'est pas totalement contraire à notre droit et à nos valeurs. Je proposerais d'interdire immédiatement les imams dont j'ai donné quelques exemples qui promeuvent la charia
d'enseignement aux enfants dès le moment où ils prononcent ce genre de paroles. Je proposerai évidemment la création d'un comité qui renouvellerait les recherches, qui en suggérerait, voire en imposerait d'autres que celles de nos discriminations, qui mettrait en évidence aussi les contradictions qu'il y a entre notre système de valeurs et celui d'un certain nombre d'enseignements. Je pense qu'il faudrait documenter le nombre de femmes qui portent le foulard et qui refusent de l'enlever pour travailler et qui, à ce titre, restent au chômage. Une loi devrait l'interdire. Et enfin, il faudrait faire un certain nombre de recherches sur le système de domination lié à la ségrégation sexuelle pratiquée dans les mosquées et au final imposer la mixité. Pour les vêtements discriminatoires, je pense qu'il faudrait organiser une vaste campagne de sensibilisation sur leur signification par les pouvoirs publics et interdire à toutes les institutions publiques et tous les organismes subventionnés d'en faire la promotion, comme c'est si souvent le cas aujourd'hui. L'interdiction du niqab, je crois que je n'en ai pas parlé, donc il y a en ce moment une initiative qui veut interdire le niqab, c'est le stade des signatures. L'UDC les aura certainement et apparemment environ 70% des Suisses dans un sondage disaient qu'ils étaient partisans de son interdiction. Donc ça, c'est en bonne voie. Je pense, je vous prive d'un certain nombre d'éléments, je passe au dernier. Je pense qu'il faudrait examiner le statut des enfants dans les mosquées sous l'angle de la maltraitance. Maltraitance qui consiste à obliger des enfants à lire, voire apprendre parfois par cœur un livre empli d'injonctions discriminatoires et vecteur de sanctions inhumaines, donc totalement opposées à nos lois et à nos valeurs. Et je pense aussi qu'il devrait, ça pourrait être les services de protection de la jeunesse, il pourrait aussi se pencher sur la surcharge scolaire que représente l'obligation d'apprendre l'arabe pour un petit bosnien ou même pour d'autres, et d'apprendre le Coran, enfin tous ces cours de religion qui augmentent la charge scolaire, et de voir en quoi peut-être un certain nombre de ces cours sont également opposés à nos valeurs et notre droit. Voilà. Merci.